Eh bien oui, le deuxième table ronde, on ouvre donc, on va de nouveau être dans le concret. Hervé Denis, qui est président du réseau Bretagne Éco-Entreprises, qui est par ailleurs co-animateur du groupe de travail dédié au biochar à l'intérieur du réseau Bretagne Éco-Entreprises, et qui est par ailleurs à la tête d'un cabinet de conseil Atlas dans l'énergie. On va accueillir Émile Solermi, ou Solermaille, excusez-moi, Solermi, voilà, très bien, bienvenue. Installez-vous. Vous êtes de l'entreprise Solaire et CEO, me semble-t-il, de l'entreprise Carbone Centric, leader en France et en Europe de pyrolyse à faible impact environnemental. Et son procédé de production de biochar à forte teneur en carbone est parmi les plus efficaces en utilisation de la ressource et valorisation de l'énergie émise lors de la pyrolyse, il me semble. N'hésitez pas à me solliciter si toutefois je fais erreur, mais évidemment on va en découvrir davantage. Et puis Claire Chastrus, là aussi, si j'écorche votre nom, dites-le moi. Vous êtes directrice générale de Carbon Loop, et Carbon Loop, c'est une entreprise innovante qui propose la première solution de production d'énergie à carbone négatif. Voilà, on a hâte d'en savoir plus. Je vous laisse donc la main, Hervé, pour cette table ronde intitulée Dynamique de la filière, application, parcours de mise en place et conditions d'utilisation. Merci Sébastien. Effectivement, tu as présenté... je vais partir là-dessus. Tu as présenté effectivement les intervenants. Donc l'idée de cette table ronde, vous l'avez compris, on a effectivement parlé des contraintes, des enjeux, tout ce qu'on veut. Et là, l'idée à travers ces deux témoignages, hein, c'est de vous faire part effectivement de leur projet, bien entendu, de leur structure, mais aussi des difficultés, et puis de faire aussi, j'allais dire, de leur motivation et autres, et des solutions qu'ils mettent en œuvre. Mais c'est aussi de lier le producteur au consommateur. Donc l'idée de cette table ronde, c'était d'essayer de la rendre le plus pragmatique possible dans leur situation, dans leur développement, pour comprendre aussi quelles étaient les attentes aussi des utilisateurs, au-delà du fait d'avoir la solution technique, technologique, d'apporter une solution pour créer du biochar et autres. Donc c'est vraiment ce qu'on attend aujourd'hui de leur part. Je sais que c'est un exercice compliqué à l'heure actuelle avec, j'allais dire, est-ce que le biochar c'est quelque chose d'intéressant ou pas? On l'a vu sur la table ronde précédemment, et avec la possibilité ou non de retour au sol, d'intérêt ou pas. Je vais laisser la parole tout de suite à l'entreprise Solaire. Vous avez... Est-ce qu'on a une présentation? Ouais. Ah ouais. Elle est là. Vous pouvez y aller. Bon, tout d'abord, j'aimerais remercier la table ronde précédente parce que c'était vraiment des discussions de qualité. Il y a beaucoup de choses à discuter encore, mais je vois que par rapport à il y a quelques années, une vraie cohérence dans le discours autour du biochar, et c'était pas évident il y a seulement 2-3 ans. Donc pour présenter Solaire, merci. Nous sommes une entreprise familiale, donc je représente la 3e génération dans le carbone. À l'origine, nous sommes une entreprise qui produisons du charbon de bois pour barbecue. Donc il y a une longue évolution qui part de la production avec des fours artisanaux de carbonisation dans les années 70, jusqu'au développement d'une technologie innovante, unique, qui prend en compte toute la circularité et toute l'énergie qui est disponible dans la biomasse. Donc c'est le fruit de plus de 15 ans de recherche et développement. Il y a 3 usines aujourd'hui qui sont en exploitation, et on produit pour un total de 50 000 tonnes de charbon de bois de plusieurs qualités différentes. Donc on a séparé nous en trois catégories de produits différents à base de carbone. On a le charbon de bois pour barbecue. Le charbon de bois pour barbecue, est-ce que c'est mieux? Le biocarbone comme agent réducteur dans l'industrie, et le biochar qui a pour particularité de séquestrer le carbone. Donc vous voyez ici un schéma qui résume notre manière de voir le biochar. Le biochar est un produit qui est issu d'une bioraffinerie. Donc on n'appelle pas ça, nous, une centrale de pyrolyse ou une unité de pyrolyse classique. On a vraiment une mentalité de
regarder tout le long de la chaîne de valeur et de prendre en compte tous les scopes, que ce soit d'un point de vue carbone, mais aussi biodiversité, énergie, gestion forestière, des éléments qui n'ont pas forcément d'indicateurs aujourd'hui, mais qui sont en développement. Donc voilà, pour résumer, vous voyez qu'on produit de l'électricité, qui est notre sous-produit. Donc notre sous-produit, c'est vraiment l'énergie, c'est la chaleur. On peut aussi utiliser les biomolécules pour produire des remplaçants des dérivés du pétrole. Et puis les bioréducteurs et les biochars. Donc je laisse la parole à Laetitia. Bon, ça c'était la suite de la présentation. Mais... Dans l'autre sens. Flèche dans l'autre sens. Bonjour à tous. Alors, je tiens à vous remercier pour l'invitation et notamment le groupe Solaire. Moi, je suis Laetitia Bessette du groupe Vicat et je suis utilisatrice du biochar. Le groupe Vicat, c'est un groupe cimentier français qui a été créé il y a près de 200 ans et donc un groupe de référence dans les matériaux de construction minéraux et biosourcés. Le groupe emploie près de 9900 personnes établies dans 12 pays. Et c'est un acteur engagé dans la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur. Actuellement, il y a 3 métiers, c'est la fabrication du ciment, des granulats et du béton prêt à l'emploi. Je continue. Oui. Ouais. Alors, la genèse du projet, c'est que le groupe est engagé sur la neutralité carbone sur sa chaîne de valeur. Et notamment, il souhaite développer des liants bas carbone, des ciments très bas carbone, notamment pour répondre à la réglementation énergétique 2020 qui impose une baisse de 30% du poids carbone dans les bâtiments collectifs et dans les bureaux. Donc, en cohérence avec l'ADN du groupe Vicat qui met en avant des solutions biosourcées, le projet a été initié pour répondre à cette RE 2020. Et comme le biochar était reconnu dans le rapport du GIEC comme étant une solution de séquestration pérenne du carbone, nous sommes mis en relation avec le groupe Solaire. Oh, pardon. Donc en gros, vous l'avez compris, l'idée c'est voilà ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est pour ça que je pose pas de questions là et je vous laisse dérouler pour respecter aussi le timing. Je vous le cache pas. Donc par contre, il y aura un temps d'échange. On essaiera de le faire à la fin, y compris sur, je l'ai pas précisé tout à l'heure, sur la table 1. Table ronde 1, s'il y a des questions bien sûr avec la salle des échanges, c'est pour ça que je vous laisse dérouler, je sais que vous avez de toute façon les choses que je vous ai demandées en amont en réponse, donc je vous laisse dérouler. Ouais. Très bien. Donc j'aimerais rappeler aussi que dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique, il est important à la fois de réduire les émissions mais aussi de les séquestrer. Donc dans notre modèle, on agit à la fois sur la réduction des émissions mais aussi sur la séquestration des émissions qui ont déjà été produites ou alors qui ne peuvent pas être réduites. Donc Vicat travaille de son côté sur d'autres sources pour réduire les émissions et on travaille ensemble avec le biochar pour séquestrer les émissions qui ne peuvent pas être réduites par d'autres moyens. Donc Vicat avait identifié déjà la solution biochar, ils avaient une problématique et nous on avait la solution, c'est-à-dire qu'on avait du biochar avec une capacité de stockage carbone importante et la même vision, la même manière de procéder, c'est-à-dire de développer un projet sur le long terme, sur des bases saines de partenariat où chacun peut se focaliser sur son métier. Vicat qui étant celui de développer des bétons, des ciments, et nous de produire du biochar avec une optimisation des séquestrations carbone. Alors, le développement d'un liant neutre en carbone, l'objectif de développer ce liant-là, c'est aujourd'hui, on travaille beaucoup sur l'aspect biosourcé, des bétons biosourcés, notamment pour l'isolation thermique. Ce sont déjà des produits qui sont très intéressants, notamment pour la réglementation énergétique 2020. Le problème, c'est que ce sont des bétons qui ne sont pas structurels. Et là, l'objectif de développer un liant avec du biochar, c'est d'arriver à faire des bétons structurels pour répondre
aussi sur la partie structure à la RE 2020. Donc notamment, le graphique, je ne sais pas s'il est suffisamment gros et si on voit bien, on souhaite développer un liant qui correspond à un CM2A qui est le ciment le plus utilisé en France, avec par un liant qui contient du biochar qu'on a appelé le liant Cara, et on divise par 10 notre poids carbone de notre liant. Donc, l'avantage, c'est que le biochar est séquestré de manière durable dans notre liant et dans le béton. On introduit une certaine quantité de biochar en substitution de la matière qui émet du CO2 qu'on appelle le clinker. Actuellement, on a un liant qui contient 20% de teneur en biochar. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, le ciment, qui est le ciment, le CM1, qui contient minimum 95%, qui contient minimum 95% de clinker, émet un poids carbone de l'ordre de 765 kg équivalent CO2 par tonne de liant. Ensuite, on travaille sur d'autres solutions. On peut citer du filaire calcaire, de la pouzzolane naturelle, des argiles activées, du laitier qui est un coproduit ou un déchet de la fabrication de l'acier. On a bien la volonté de valoriser des produits qui sont des déchets ou des coproduits d'autres industries. L'idée d'utiliser le biochar, c'est de valoriser également un produit qui pourrait ne pas être utilisé par ailleurs. Donc l'avantage, c'est qu'on séquestre une certaine quantité de carbone et qu'on arrive à faire un liant qui soit neutre, voire négatif en carbone. Donc les premiers essais ont débuté chez nous il y a quelques années par des tests en laboratoire. Nous sommes dès maintenant en train de produire ce ciment sur notre usine en Isère. Et nous avons déjà réalisé des démonstrateurs, notamment le siège administratif Léon Grosse pour faire des planchers, également des voiles, des murs sur le village un mur sur le village des athlètes au JO. Et également en préfabrication, il peut y avoir aussi un intérêt. Là, l'exemple cité, ce sont des regards pour les eaux pluviales. Donc, en termes d'assurabilité, on ne fait pas ce qu'on veut dans le domaine de la construction. Et donc, on passe par des évaluations ATEX auprès du CSTB. Donc, on espère l'obtenir d'ici 2024. Et cet ATEX permettra le développement à plus grande échelle de ce liant. Alors, en termes d'attente, il est attendu que ce type de liant avec biochar soit une des solutions proposées pour la construction. Et les usages qui sont envisagés et qui sont visés pour le groupe Vicat, c'est notamment à court terme tout ce qui est le bâtiment, le VRD, donc c'est les réseaux, la voirie et le réseau divers, et puis la préfabrication. Sur le long terme, on pourrait envisager le génie civil, également avec des ouvrages d'art. Ouais, et du côté producteur de biochar, l'intérêt, c'est de vraiment regarder la gestion du carbone dans sa globalité, pas seulement regarder des applications spécifiques, mais bien regarder tout le long du cycle de vie du produit en allant de la biomasse jusqu'au produit final et quelles sont les utilisations optimales de ce carbone. Donc il y a certains carbones, on l'a vu précédemment, ne sont pas utilisables tant que tels en agriculture. Ils peuvent l'être dans les matériaux de construction, mais aussi ça permet d'avoir des partenaires qui font des efforts au niveau normatif pour pouvoir avoir des débouchés et améliorer et continuer à développer la technologie pour qu'elle soit de plus en plus performante pour la production de biochar. Alors, en termes de perspective, on envisage, mais c'est vraiment des ordres de grandeur et une estimation, c'est d'ici 2030 de produire environ ou plus de 100 000 tonnes de liant. Et donc de produire dans d'autres cimenteries du groupe et également à l'international. Il y a une forte demande du marché d'avoir des liants qui soient neutres en carbone. On est sollicité très régulièrement depuis qu'on a communiqué par nos clients. Alors, il y a des freins, bien évidemment.
sinon ce serait trop simple. Déjà, le premier, c'est normatif. Au niveau assurabilité, on est obligé de passer par une certification par type de béton auprès du CSTB. Donc là, je vous disais, il faut compter à peu près 2 ans pour l'obtenir. C'est-à-dire qu'en fait, le CSTB, et c'est bien normal, va vérifier que le béton assure toujours la partie structurelle. Donc la partie structurelle, et puis également répondre à un certain nombre de normes vis-à-vis, par exemple, du séisme, et également vis-à-vis du feu. Je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la partie justement, au niveau normatif et au niveau séquestration carbone. Voilà, c'est beau des chiffres. Est-ce qu'il faut les prendre comme ça? Est-ce qu'il faut calculer différemment? Et puis en termes d'économie et d'investissement, ça demande, nous, en cimenterie, des investissements assez importants pour gérer le côté sécurité de la production de ce nouveau liant. Il y a quand même des leviers, c'est que c'est un marché à fort potentiel de développement. On a un fort soutien de nos clients, que ce soit architectes, promoteurs, préfabricants, et un produit qui répond à la réglementation énergétique 2020. Je crois qu'on arrive à la fin effectivement de votre présentation. Merci en tout cas d'avoir témoigné. Juste pour la petite anecdote, c'est difficile J'ai sollicité beaucoup d'acteurs pour venir témoigner sur cette table ronde. Beaucoup on en a parlé tout à l'heure, dans le secret défense, il y en a pas mal. C'est comme ça, sur ce marché-là, beaucoup de choses ne se disent pas. Et non, je vous remercie en tout cas d'avoir joué le jeu, de participer, témoigner. Vous êtes un producteur de biochar depuis des années. Et vous faites partie effectivement des gens qui travaillent sur le sujet. Donc je vous remercie d'avoir témoigné sur ce format. Je me permets de rebondir sur votre commentaire. Dans le biochar, la meilleure arme face aux fraudes et face aux fausses informations, c'est la transparence. Donc c'est pour ça qu'on dévoile, nous, tous les chiffres que l'on donne. Ils sont publics. Vika aussi, les chiffres sont disponibles en ligne. Donc on est transparent parce que ça permet de garantir que ce qu'on fait est bien et qu'on ne le fait pas avec de mauvaises intentions. Merci. Je vais passer la parole à Claire Chastrus de Carbon Loop. Ouais, vas-y Claire, si tu veux. Bonjour à tous. Je baisse un peu. Alors merci évidemment aux organisateurs pour cette journée, ces premières assises qui sont, je trouve, déjà en soi la traduction que le marché du biochar évolue, puisque ça n'existait pas avant, ces assises. Et puis merci pour l'invitation également pour témoigner. Donc justement, nous aussi, chez Carbon Loop, on œuvre à faire beaucoup de pédagogie sur le biochar. Je pense que certains le savent déjà. On publie beaucoup de choses sur notre site. On cherche à éduquer sur ce sujet-là. Donc voilà, donc je vais vous présenter Carbon Loop rapidement et puis un cas d'application que nous sommes en train de développer avec Maison Boineau, un producteur de cognac qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, mais vous verrez un petit... Si tout va bien, Claire, on a une vidéo voilà. que tu m'as transmise, qu'ils nous ont transmise, donc je pense qu'on va essayer de la passer, j'espère que ça va marcher. Voilà, donc on va essayer de voir... Alors juste pour reposer un peu de contexte, on en a beaucoup parlé ce matin et je repars de ces deux constats-là, de ces deux enjeux majeurs. L'enjeu majeur, les deux, c'est évidemment le changement climatique et la dégradation des sols. Enjeu climatique, donc oui, il faut évidemment réduire massivement nos émissions, ça on le sait tous. Mais ce qu'on sait aussi aujourd'hui, et le dernier rapport du GIEC le montre, c'est que c'est, je dirais pas trop tard, j'espère pas, mais on est sacrément à la bourre, quoi. Et donc, on est sacrément à la bourre et ça veut dire qu'il faut faire tout pour non seulement réduire, mais aussi retirer tout ce qui est retirable de l'atmosphère. L'AIE donne 2 chiffres, l'Agence internationale de l'énergie. À 2035, il faut qu'on séquestre, qu'on retire plus de 4 milliards de tonnes équivalent CO2. Et puis, à 2050, c'est 7,6 milliards. Je ne sais pas si vous savez combien on a retiré en 2021. 10 000 tonnes. Voilà. Donc, juste pour vous montrer la trajectoire qu'on doit atteindre. Donc, on est à peu près à 0, 10 000 tonnes, mais je pense que c'est l'épaisseur du trait. Et on doit arriver donc à 4 milliards demain. On parle de demain, là. Enfin, c'est vraiment demain. Donc, c'est un véritable enjeu. Le deuxième enjeu, c'est la dégradation des sols. Deuxième enjeu, la FAO, donc l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, estime que 75% des terres dans le monde, des terres agricoles,
sont dégradés à des degrés divers et que ça impacte à plus de 50%, jusqu'à 50% les rendements. Donc évidemment, c'est un véritable enjeu parce que je pense que le premier enjeu de l'humanité, c'est de manger. Et si les terres sont plus capables de produire, on va être aussi dans une grande difficulté. Et en plus, ces terres, ce sont des puits de carbone. Ne l'oublions pas. Donc plus on les dégrade, et moins elles captent du carbone. Et donc on rentre dans le premier cercle vicieux après. Donc qu'est-ce qui peut répondre aujourd'hui à ces deux enjeux? Il y a une solution, et c'est pas la seule, c'est le biochar. C'est une solution parmi d'autres, mais elle est très intéressante à regarder. Et donc chez Carbon Loop, c'est ce que nous avons voulu développer. Alors Carbon Loop, pour être assez clair là-dessus, puisqu'il y a eu pas mal de discussions ce matin sur est-ce que le biochar est un coproduit, est-ce qu'il faut valoriser l'énergie, etc. Carbon Loop a justement pris ce parti de proposer une solution énergétique au départ. Et le parti pris de Carbon Loop, c'est de dire tout ce qu'on peut ne pas émettre et surtout tout ce qu'on peut retirer, il faut le faire. Il faut le faire dès qu'on produit l'énergie. Si on peut retirer des émissions, il faut mettre en œuvre ces solutions. Parfois, c'est peut-être pas les solutions qui ont le meilleur rendement énergétique. En tout cas, quand on raisonne en termes de rendement carbone, elles sont largement supérieures à d'autres solutions. Donc je pose aussi la question, et on pourra certainement en parler, ça sera un débat. Il y a cette question du rendement énergétique versus le rendement CO2. Je pense qu'il va falloir aussi déplacer le curseur, vu les enjeux qui sont aujourd'hui face à nous. Donc la solution de Carbon Loop, c'est de proposer un service intégré, clé en main, qui va combiner production d'énergie, évidemment renouvelable sur site, et solutions de séquestration, via donc des technologies, il y en a plusieurs, des technologies de pyrolyse ou de gazéification. Carbon Loop va financer, installer, opérer sur le site d'un consommateur, d'un industriel, donc une unité de production issue d'un procédé de pyrogazéification, et qui va donc produire de l'énergie pour cet industriel, et également produire du biochar. Carbon Loop va approvisionner localement la biomasse en amont, va installer, comme j'ai dit, et opérer sur le site directement dans l'industriel l'unité de production, va valoriser le biochar en aval, mettre en place les procédures de certification à la fois produit et à la fois carbone pour pouvoir obtenir des crédits carbone qui sont restitués à l'industriel pour pouvoir donc bénéficier là d'une énergie dite carbone négatif. Les unités, enfin les technologies qu'on va utiliser, pour nous, c'est essentiel qu'elles produisent donc de l'énergie et surtout ce qu'on appelle donc un gaz de synthèse. Donc on regarde des technologies qui produisent un gaz de synthèse avant tout et du biochar bien entendu. Pourquoi? Parce que ce gaz de synthèse, il est essentiel dans certaines industrielles. Aujourd'hui, il existe des industriels qui n'ont pas de solution de décarbonation. Par exemple, si vous prenez les producteurs ceux qui ont ce qu'on appelle des fours à haute température qui nécessitent une flamme. En fait, vous ne pouvez pas mettre de solution de chaleur, ça ne marche pas. Il faut une flamme. Pour faire une flamme, il faut un gaz. Et donc aujourd'hui, comment on fait pour substituer 100% du gaz naturel? C'est très compliqué. Donc nous, on a pris le parti d'utiliser des technologies de syngas, donc gaz de synthèse, qui vont pouvoir, par exemple, aller chercher ce type d'industriel. Dans la majorité des cas, le biochar qui est produit n'est pas utilisé par l'industriel. On va d'abord lui produire du syngas sur son site et le biochar sera valorisé localement dans des usages plutôt agricoles, on y reviendra après, pour pouvoir justement être sur une logique de circuit court. Donc aprobiomasse locale, production sur site décentralisée, valorisation du biochar localement, donc le tout dans une logique de circuit court. Et pour favoriser donc le développement, enfin en tout cas les baisses des émissions, voire de séquestration sur le territoire. Mais dans certains cas, on peut également valoriser le biochar sur place. Donc c'est le cas justement du projet qu'on est en train de développer avec la maison Boineau. Donc la maison Boineau, c'est une entreprise familiale qui est le plus grand vignoble indépendant donc, de l'appellation Cognac et qui est devenue la première entreprise donc, de Cognac, entreprise à mission. Elle a des engagements très forts en termes d'impact environnemental, s'est fixé des objectifs ambitieux en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais aussi a comme objectif donc, d'être sur un zéro produit phytosanitaire à 2030. Et donc, Maison Boineau s'est interrogé comment atteindre tous ces objectifs, je dirais, en même temps. Et donc, c'est avec nous, donc, nous discutons avec eux pour pouvoir mettre en place une solution donc, telle que proposée et décrite précédemment, c'est-à-dire
de pouvoir installer et exploiter sur place donc, une unité de production de gaz de synthèse. Ce gaz de synthèse sera transformé en cogénération pour faire de l'électricité et de la chaleur pour la maison Boineau. Et également, on va utiliser la biomasse disponible de Boineau, puisqu'ils ont une certaine quantité de biomasse disponible issue de la production du cognac. Et également, donc, étudier l'utilisation du biochar dans les vignes de Boineau, puisqu'ils ont également un domaine viticole. Donc là, on est bien sûr, je dirais, plus qu'un circuit court. Hein. On utilise la matière sur place, on produit l'énergie sur place et on valorise le biochar sur place. Donc ça, c'est l'objectif que l'on s'est fixé avec Maison Boineau pour répondre à leurs objectifs, donc que j'ai cités, mais que je redonne, qui ont donc réduire les émissions de gaz à effet de serre dans leur bilan carbone. Donc, ce sera le cas en produisant donc, ce gaz de synthèse sur site. De séquestrer donc, du carbone via le biochar et pouvoir ainsi obtenir des crédits carbone qui vont permettre à Boineau de compenser leurs émissions résiduelles, parce qu'ils en auront quand même forcément un petit peu. Et puis donc de répondre à leurs enjeux de stress hydrique et de baisse d'utilisation des engrais de synthèse via le biochar dans le domaine viticole de Boineau. Bonjour à tous. Maison Boineau est une entreprise familiale, située au cœur du vignoble du Cognac. Nous sommes producteurs du cognac avec une complète maîtrise de toutes les étapes de la vigne à la bouteille. Nous avons également une activité d'extraction de biomasse végétale, appelée Biosan. Décarboner en consommant de l'énergie verte représente un enjeu majeur aujourd'hui pour toute entreprise engagée dans la transition énergétique, afin de diminuer leurs gaz à effet de serre. Maison Boineau s'est focalisée sur la valorisation de ces déchets verts pour optimiser leur devenir. Il s'avère que la biomasse végétale est une ressource précieuse pour produire de l'énergie verte, quand elle représente de gros volumes générés toute l'année. Il était donc évident pour nous de se tourner vers des procédés tels que celui de Carbon Loop pour produire du syngaz à partir de déchets de bois et de ce syngaz produire de l'électricité en cogénération. Cette électricité utilisée en autoconsommation alimenterait toutes les activités industrielles du site. Avec plus de 30 alambics fonctionnant au gaz pour distiller et également de grosses demandes en électricité pour beaucoup d'équipements de production, Maison Boineau s'est intéressée aux deux options, soit réinjecter du gaz, soit de l'électricité en autoconsommation. C'est l'option électricité qui a été choisie au vu des perspectives de développement de l'entreprise. De plus, en produisant du syngaz, Carbon Loop produit également du biochar. Le biochar est peu, voire pas du tout, étudié en viticulture. Il pourrait être un véritable atout pour lutter contre le stress hydrique, qui est un phénomène de plus en plus présent dans nos cultures en France. Des études R&D sur l'amendement du biochar au sein du vignoble Boineau sont en discussion sur le long terme. Cette énergie 100% verte, produite par Carbon Loop sur site, avec de la biomasse générée sur site, va fortement contribuer à décarboner, diminuer les coûts logistiques, les coûts énergétiques et renforcer le label Société à mission de Maison Boineau. Merci. Voilà, donc je remercie en tout cas Sophie Déter, donc, qui vient de faire ce témoignage de la Maison Boineau pour son témoignage. Donc voilà, dans la Maison Boineau, j'ai envie de dire, c'est le cas parfait pour nous, puisque valorisation de la biomasse locale, production d'énergie sur site, valorisation du biochar sur place. Donc c'est évidemment un premier projet pour nous qui est très enthousiasmant. Vous allez me poser une question qui est, mais quel est le potentiel de développement ? Tout à fait. Puisque c'était prévu dans les questions. Alors, évidemment, tous les cas ne seront pas comme le cas Boineau, bien entendu. Je pense qu'il est quand même limité, ce cas-là, mais il y en a quand même un certain nombre. C'est le cas si on travaille avec des coopératives agricoles qui ont besoin d'énergie, mais aussi potentiellement de biochar. C'est le cas de tous les producteurs de cognac. Ça peut être le cas d'autres viticulteurs.
Mais de toute façon, dans notre modèle, évidemment, Carbon Loop ne regarde pas uniquement ce type de cas, puisque comme j'ai expliqué, l'objectif, c'est, nous, d'approvisionner de la biomasse localement, pas forcément s'il n'y en a pas sur place, ben on va l'apporter, produire l'énergie sur le site, et le biochar, si on ne peut pas le valoriser localement, on le valorisera dans d'autres usages. Donc on peut tout à fait répliquer ce modèle, mais aussi en développer d'autres. Sur ce potentiel qu'est la viticulture, c'est un sujet qui est très intéressant, puisqu'en effet, vous savez que la viticulture est exposée au stress hydrique, ils n'ont pas le droit d'irriguer, sauf arrêté préfectoral. Et donc, comment faire quand maintenant on sait que de toute façon, on va être de plus en plus exposé à des problématiques de sécheresse. Une étude a été menée en Italie, pour justement montrer les effets du biochar dans la viticulture. Alors en termes de potentiel, juste pour donner quelques chiffres, la viticulture en France, c'est évidemment un très gros potentiel. On est quand même un pays viticole avant tout. C'est 796 000 hectares en France de production. C'est 59 000 exploitations. Et 14% de ces surfaces sont cultivées en agriculture biologique aujourd'hui, et 14 700 exploitations sont en transition ou dans haute valeur environnementale. Donc il y a un potentiel évidemment sur l'usage du biochar en viticulture qui est énorme. Alors la question c'est, est-ce que ça marche? Parce que sinon ça sert à rien. Donc on est reparti, nous, d'une étude qui a été faite en Italie, parce qu'il n'y en a pas qui ont été faites en France. Donc on a celle-ci, qui est une étude très intéressante parce qu'elle a été menée sur 10 ans. Elle a été menée sur 10 ans, donc en Toscane, sur le vignoble qu'on appelle Braccesca Estate, excusez-moi pour l'accent. Et il y a eu 3 publications d'articles liés à cette étude. Donc ça a été fait sur un sol sableux, argilo-lumineux, etc., avec un biochar qui a été produit par Romagna Carboné, par pyrolyse à 500 degrés. Et le biochar a été broyé et mis donc en interrang, comme vous le voyez c'est la véritable photo du vignoble qui est là, c'est pas une fausse photo. Avec donc mis comme ça entre les vignes. Il y a eu 3 traitements qui ont été faits. Un premier, donc évidemment le contrôle sans biochar. Un premier traitement, donc application de 22 tonnes par hectare en 2009. Ça, c'est le scénario B. Et puis, il y a eu un deuxième traitement appliqué en 2010, donc sur la même parcelle, avec la même quantité. C'est le scénario BB. Alors, ce que l'on voit, vous voyez à peu près. C'est petit. Ah, désolé. Donc, ce que l'on a pu voir sur cet essai, qui a été mené donc de 2009 à 2019, puisqu'on a voulu en mesurer les effets à long terme. Donc, sur les effets à long terme, il y a eu une augmentation donc, du pH, qui est passé donc, de 6,3 à 7,06. Et également une diminution de la densité apparente qui amène donc la décompaction du sol. Le sol qui était, j'ai oublié de le préciser, mais dans cette étude, était compacté sous 40 cm. Donc ça a permis de décompacter le sol. Et ça a été mesuré, donc, ces résultats-là sur 10 ans. Sur la période 2009-2013, ce qui a été observé, c'est une augmentation de la production, du rendement, sans affecter évidemment la qualité du raisin. Donc quand on parle d'augmentation de la production, on parle d'une augmentation de 66% entre 2009 et 2012. Et on parle également d'une augmentation du nombre de grappes, donc de quasiment 30% en 2013 et également en 2012. Donc il y a eu à la fois ces effets à long terme sur l'état du sol, la décompaction, le pH, sur la production, et également, évidemment, sur le stress hydrique, qui était un des enjeux de la vigne. Donc, avec une augmentation de la disponibilité donc, de l'eau sur la parcelle, grâce à l'utilisation du biochar, donc, qui a permis d'obtenir, en gros, une eau disponible donc, plus de 45%. Donc, les effets du biochar sur cette parcelle, sur cet essai, sont évidemment bénéfiques et positifs. Et c'est ce qui nous a, nous aussi, un peu conduit à adresser le marché de la viticulture. Alors, bien entendu, c'est une étude qui a été faite en Italie. Certains diront c'est pas les mêmes sols en France, donc il faut tester. Bien sûr, il peut y avoir des petites différences. Une des difficultés qu'on rencontre, en fait, c'est que justement,
c'est ce qu'on a dit ce matin, évidemment qu'il y a des biochars, que les biochars, ils sont en fonction de l'intrant, du processus, de la température, du temps de passage dans le four, etc. Tout ça va faire des effets des biochars évidemment différents, donc ça en simplifie pas, évidemment, sa mise sur le marché. Donc ça veut dire qu'il faut faire des essais, bien entendu. On me dit, oui, il y a des biochars, mais ça a été testé en Italie, mais pas forcément en France. Il n'y a pas non plus beaucoup de différence entre les terres italiennes et les terres, notamment en Toscane d'ailleurs, et les terres du sud de la France. C'est pas non plus des effets donc, totalement différents. Et puis, on entend beaucoup aussi sur le terrain, ah oui, mais on ne peut pas faire de généralité sur les effets du biochar. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi le cas sur la plupart des produits d'amendement et de fertilisation. Il y a aujourd'hui, si vous prenez n'importe quel produit de fertilisation d'amendement, vous prenez un engrais universel, il n'est pas écrit sur le paquet 12% garantie. Évidemment que ça va dépendre de la terre, de la culture, des conditions climatiques, évidemment. Donc, on ne peut pas faire de généralité, mais j'ai envie de dire, comme c'est le cas, évidemment, sur le domaine agronomique. On ne peut pas faire de généralité de manière générale sur l'agronomie. Pour autant, il existe aujourd'hui des résultats concrets, comme celui que je viens de vous montrer. Nous, aujourd'hui, donc, notre démarche chez Carbon Loop, justement, c'est, on discute avec je dirais tous les acteurs du domaine agricole. Quand je dis tous, c'est les chambres d'agriculture, les instituts, les stations d'expérimentation, les agriculteurs eux-mêmes, avec qui donc on va mettre en place un certain nombre d'essais pour pouvoir justement regarder l'effet du biochar sur un sol et pas un autre, l'effet du biochar sur la pomme de terre ou un autre produit du maraîchage. Donc tout ça, donc on va le mettre en place. Donc ça prend du temps, bien entendu. Et c'est une des difficultés que l'on a. C'est en gros comment mener ces essais pour qu'on puisse dire sur la pomme de terre, dans telle région ça fonctionne, sur le maïs ça fonctionne aussi, sur le blé là-bas, non là ça fonctionne pas, etc. Donc il y a toute cette, je dirais, cette démonstration à faire et que je comprends évidemment. Et autre difficulté qu'on rencontre quand on va sur le terrain, et donc on discute avec beaucoup d'acteurs comme je viens de le dire, c'est la France est un marché peu mature sur ce sujet, avec peu de connaissances. On a parlé avec un certain nombre d'agriculteurs qui n'avaient jamais entendu parler du biochar. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et il va falloir faire plus de pédagogie, plus éduquer sur le biochar. Les difficultés également de spécificité, ça je viens d'en parler, le fait que c'est pas les mêmes terres, c'est pas les mêmes sols, c'est pas les mêmes pratiques, etc. Et puis, je dirais la difficulté aussi aujourd'hui que nous on a, déjà en tant que jeune société, on a été lancé fin 2021. C'est évidemment les soutiens financiers. Alors j'ai appris aujourd'hui qu'il y avait eu un appel à projet qui s'appelle donc Graines de l'ADEME pour justement le biochar. Alors à l'époque, Carbon Loop n'existait pas, donc on l'a pas vu. Mais aujourd'hui, on n'en voit pas d'autres en fait. Et alors peut-être qu'on s'y prend mal ou peut-être qu'on n'a pas le nez sur toutes les aides possibles. Mais en tout cas, on n'arrive pas à obtenir de soutien financier. Et je pense que si il n'y a pas de soutien pour le développement de la filière biochar, on n'arrivera pas à la développer. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs ne sont pas prêts à payer, comme ça a été dit tout à l'heure, 2 000 ou 20 000 euros la tonne, en tout cas sans avoir des preuves garanties. Donc pour ça, il faut faire baisser le prix du biochar, même si, et c'est notre cas, encore une fois, on valorise l'énergie, un agriculteur, il ne paiera pas ni 800 ni même 600 euros la tonne à mon avis, et ça, je pense que tous les retours de terrain ont été très clairs là-dessus. Donc il faut développer par des aides l'utilisation du biochar. Et encore une fois, c'est pas du biochar pour du biochar. Je le redis, nous, notre objectif n'est pas de faire du biochar que pour séquestrer du carbone. L'objectif, c'est bien d'être dans un projet global de valorisation énergétique pour retirer du CO2 de l'atmosphère, tout en apportant des co-bénéfices pour les sols. On est bien là-dessus. Donc, et pour ce faire, on a besoin d'aide. Et donc, je passe le message. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Claire. Et juste avant de vous applaudir, juste pour préciser que j'aurais dû avoir un autre intervenant aujourd'hui qui est dans la même logique, qui produit déjà du biochar et qui alimente pas très loin le pays nantais déjà des serres et autres avec des résultats depuis des années. Donc il ne pouvait pas être là, mais en tout cas ça conforte ce que tu dis, la difficulté de faire des essais et autres. Mais en tout cas là, il y a des choses très pragmatiques qui existent et qui montrent qu'effectivement, ce que tu as expliqué tout à l'heure, c'est pas la même culture, mais ça existe. Voilà. Donc je vais vous remercier, vous applaudir déjà.
On a respecté le timing. Je vais laisser la parole à Sébastien pour la suite. Voilà, comme promis, merci beaucoup. Vous pouvez rester là, puisque je vous l'avais promis et on a réussi à trouver un peu de temps. Donc, si vous souhaitez poser vos questions à nos invités qui sont ici, aux invités de la table ronde précédente que j'invite d'ailleurs à venir devant pour répondre à des questions éventuelles. Et voilà, si quelqu'un veut se lancer, s'il y a des questions sur la matinée, sur les exemples qui nous ont été donnés ici, sur les propos échangés lors de la première table ronde, n'hésitez pas, lancez-vous. Ou alors vous avez déjà très faim peut-être, je ne sais pas. Je vais poser la première question pour rebondir sur ce que disait Claire tout à l'heure par rapport à Graines qui existait sous la version qu'on a connue. Est-ce qu'il existe quelque chose qui s'apparenterait à Graines pour ce type de dispositif de projet en tout cas? Est-ce qu'il y aurait un soutien potentiel ou pas? C'est pas une question piège. Non, mais je suis étonnée sur l'utilisation du temps de l'imparfait. Graines existe toujours. Hein. Je sais. Oui. Je sais. Donc, mais voilà, c'était à vous de le dire. Donc la nouvelle édition devrait sortir fin d'année. C'est tous les 18 mois à peu près qu'on publie Graines. Là, je disais, dans la dernière édition, on a financé 2 projets sur les biochars. Alors, c'est pas exactement, il y avait Raptor, c'est pas exactement les biochars, c'est plutôt torréfaction des résidus issus de paille pour voir s'il y a un intérêt pour l'amendement des sols. Et l'autre projet, c'est Cibio, hein, c'est ce que je disais. Ils vont faire des tests en grandeur réelle d'utilisation de biochars issus de différentes filières de biomasse. Mais là, c'est difficile pour moi parce qu'on est en pleine bilan de Graines avec la réécriture totale du texte. Donc, je ne pourrais pas promettre qu'il y aura la thématique biochar dans la nouvelle édition, mais normalement, oui, on a Graines qui est vraiment là pour soutenir tout ce qui est recherche R&D sur l'utilisation de la biomasse, pour tout usage. Merci. Est-ce qu'il y a des questions autres? Soyez pas timides. Je pense qu'on a un très beau panel devant nous de la filière. Oui, monsieur, bonjour, présentez-vous. Et puis... Dominique Allen, Suez. J'avais une question pour Madame Bessette de Vicat. On a beaucoup parlé ce matin qu'il n'y a pas un biochar, mais des biochars avec toutes sortes de propriétés très intéressantes. Peut-on savoir pour Vicat quelle a été particulièrement la propriété la plus intéressante que vous avez recherchée dans le biochar que vous avez apparemment sourcé auprès de Solaire? Alors, aujourd'hui, on n'a pas une propriété à part celle de séquestrer le carbone, malheureusement. Et on se positionne plutôt comme étant pour valoriser un biochar qui ne pourrait pas être utilisé par ailleurs, plutôt que d'utiliser un biochar qui pourrait être utilisé en amendement de sol, par exemple. Donc, on n'a pas encore beaucoup de retours sur la qualité ou le type de biochar qui serait le plus adapté. Et je pense qu'il y a un travail à faire dessus. Bonjour, Domenico Morabito, Université d'Orléans, INRAE. Alors j'ai 2 questions. Tout d'abord, une question concernant la société solaire. Qu'est-ce qui fait la différence finalement quand vous avez dans vos sorties, qu'est-ce qui s'appelle biochar et qu'est-ce qui s'appelle charbon de bois? C'est quoi la différence en termes de process? En termes de process, il y a des caractéristiques physiques du produit qui seront légèrement différentes. Alors, on n'est pas sur des produits qui sont diamétralement différents, mais on va avoir des caractéristiques qui correspondent à une utilisation particulière optimale. C'est-à-dire qu'on peut utiliser un charbon de bois pour barbecue, pour le mettre dans le sol, mais il va pas avoir les propriétés recherchées par rapport à la granulométrie, par rapport à la porosité, par rapport à potentiellement le sourcing de matières premières, parce que sur le marché du barbecue, c'est pas très transparent. Il peut y avoir des produits qui viennent de sources un peu contestées. Donc c'est vraiment, on caractérise quelle est l'utilisation optimale pour une catégorie de produits et on développe. Donc on a des produits biochar qu'on envoie pour le marché agricole, on a le marché horticole, on a les matériaux de construction. Donc on caractérise vraiment quelle est l'utilisation selon les caractéristiques des produits qu'on a. Donc en fait, c'est du charbon de bois. Le biochar est un charbon de bois. Ok. Et j'ai une autre question maintenant, qui concerne carbone. Ou le charbon végétal, pardon. Oui.
charbon végétal. J'ai une question maintenant pour Carbon Loop par rapport à l'utilisation en viticulture. Ok, alors pour connaître l'étude, et pour travailler sur des biochars, et pour travailler sur la vigne aussi avec le biochar, est-ce que vous pensez que le biochar a vraiment un effet par rapport à la rétention en eau pour la vigne? Parce que, autant que je sache, le système racinaire de la vigne, il descend en profondeur. Vous allez augmenter dans la partie haute. Est-ce que vous pensez vraiment que ça aide la vigne? Alors là, j'aurais besoin de mes experts dans la salle. Là. Moi, je peux apporter un est-ce que élément vous de pensez réponse si pas vous voulez. plutôt que l'effet est tout autre? À savoir que vous jouez peut-être sur le cuivre ou sur les services écosystémiques rendus plus que sur l'eau, en fait. Alors, sur l'étude que vous connaissez, donc, celle qui a été faite en Italie, là, il y a bien eu des mesures faites sur la restitution de l'eau par le biochar, parce que le biochar, c'est une capacité de sorption, donc je garde et je restitue, pas que dans un sens ou que dans l'autre. Donc, c'est bien l'effet qui a été recherché et c'est ce qui a été mesuré par rapport à l'étude qui a été faite en Italie. Après, est-ce que c'est d'autres effets, c'est-à-dire est-ce que c'est du cuivre ou autre, là je suis pas capable de répondre à cette question-là aujourd'hui. Peut-être que vous avez des résultats là-dessus. Oui, moi j'ai des éléments de réponse. Alors nous on a fait des essais depuis plusieurs années dans les vignes en Champagne et en Bordelais. Et on voit que effectivement le système racinaire des vignes va puiser l'eau en profondeur, donc il n'est pas affecté par les sécheresses. Par contre, le biochar vient agir en surface sur le stress hydroazoté. Sur l'absorption de l'azote dans le sol. C'est le retour qu'on a de la part de nos partenaires vignerons. Alors, on a une autre question par ici, madame. Bonjour. Bonjour, Lise Lambert, Bois Énergie France. J'ai une question sur le statut réglementaire du biochar. Parce que dès lors qu'on va le réaliser dans une installation, même chez un industriel, j'imagine qu'elle sera classée dans une rubrique ICPE. Donc, quel est le statut du biochar à la fin? C'est un produit ou c'est un déchet? Et donc, son retour au sol peut se faire comment? Je ne sais pas, aux experts qui sont là. Alors, est-ce que l'un de vous veut se lancer? Je me permets de répondre à cette question. La biomasse n'est pas un déchet, le biochar n'est pas un déchet, c'est un produit. Mais ce n'est pas des cendres, justement. C'est un biochar, c'est un produit différent. Et le procédé est différent. Ce n'est pas un déchet, c'est un produit. Par contre, on peut classifier les chars comme déchets. Tout à l'heure, il y avait une question qui a été évoquée sur l'utilisation des CSR. Les CSR vont produire du char, attention, ce n'est pas du biochar, et le CSR est un déchet, certes non dangereux, mais le produit char qui va en sortir restera un déchet justement. Donc quand on utilise de la biomasse et qu'on produit un biochar, c'est un produit, ce n'est pas un déchet. Merci. Quelqu'un souhaite compléter? Moi, je suis assez d'accord sur le sujet. Je pense que c'est quand même quelque chose où il faut être prudent. La norme va servir à ça, à aller voir la DGEC, à discuter un petit peu par rapport à ces sujets réglementaires. Et je pense que pour le moment, on n'a pas encore un vrai statut réglementaire sur le biochar. Et il faudra être vigilant par rapport à ce qu'on va apporter. Il faudra être vigilant aux données d'entrée qu'on va donner. Parce que quand on parle de CSR, c'est complètement différent d'une biomasse. Donc il faudra quand même bien cadrer nos échanges avec les ministères par rapport à la partie réglementaire. Voilà, monsieur, bonjour. Bonjour, Anthony Kéruel, bureau études S3D Ingénierie. Donc c'est pour la société Vica, juste une petite remarque du coup. Vu que vous, les propriétés du biochar ne vous intéressent pas forcément, donc la surface spécifique notamment, à ce jour, du moins. pourquoi pas vous intéresser aux cendres carbonées issues de gazéification, qui là justement, on cherche des exutoires, donc vu que c'est que la partie carbone qui m'intéresse. Pourquoi pas, hein. On est en R&D, on recherche tout type de produits à valoriser, qui soient. Alors actuellement, on est bloqué par la norme ciment, mais on étudie tout type d'autres produits, typiquement les cendres de bout de station d'épuration également, ou des cendres de biomasse aussi, qui sont des déchets. Donc oui. Et ce que je voulais rajouter, c'est qu'on travaille sur l'aspect produit, mais bien évidemment, on travaille aussi sur l'aspect process. On sait très bien qu'on est un gros émetteur de CO2. Cet aspect-là est bien évidemment travaillé chez nous. La langue se délie. Une autre question. Bonjour, monsieur. Bonjour, Vincent Xavier, société Prédive. En fait, ce n'est pas une question, c'est plus une réaction à certaines réponses qui viennent d'être données.
concernant la notion d'assimilation d'un biochar avec un charbon de bois. Pour ce qui me concerne, je pense que la définition d'un biochar est technologique. Un biochar est issu d'une pyrolyse de biomasse. C'est la définition d'un biochar. Le charbon de bois, pour moi, n'est pas un biochar. C'est une première remarque, mais on peut en discuter, mais c'est extrêmement... Enfin, à mon avis, c'est important. Est-ce que je peux juste répondre? Alors, peut-être que j'ai dit dans le mauvais sens. Si, moi j'ai dit le biochar est un charbon de bois, mais c'est peut-être le charbon de bois est un biochar. Alors, nous, on a une nomenclature différente dans notre entreprise. On parle de charbon de bois lorsqu'il y a une application barbecue classique que vous connaissez tous. On parle de biocarbone quand on va aller l'utiliser dans l'industrie comme pour remplacer le charbon fossile. Et on parle de biochar quand il y a une notion de séquestration carbone. Très bien. Pour ce qui me concerne, je pense qu'il faut vraiment rester sur la notion de définition technologique. C'est un avis personnel, mais je pense que c'est un débat qui est vraiment important et toutes les opinions sont bonnes à échanger, donc ça peut être l'objet effectivement de discussion. Ça, c'était une première réflexion. La deuxième réflexion sur la partie réglementaire. Il y a moyen de considérer un biochar comme non déchet qui est dans sa valorisation agronomique le fait de l'homologuer. Donc je prends simplement le cadre français, nous sommes en France malheureusement, j'allais dire pour le cas réglementaire, car l'homologation coûte cher, mais il se trouve qu'il y a certains biochars qui ont été homologués. J'avais dans une autre vie participé à l'homologation du premier biochar en France, donc c'est effectivement aussi un moyen de confirmer qu'un biochar peut avoir une valorisation agronomique dès lors qu'il a une allégation particulière, une efficacité particulière qui a été soumise à un dossier d'homologation comme tout intrant homologué en agronomie. Deuxième remarque. Troisième remarque, je pense que dans le développement de la filière biochar, on parle beaucoup de curseur. Le curseur est vraiment le cœur du sujet. Et ce qui, à mon avis, peut être un élément de succès pour les filières biochar de demain, c'est que le marché tire le curseur. Et je prends juste l'exemple de l'entreprise Vicat, qui, à mon avis, est extrêmement intéressant. Aujourd'hui, Vicat fait une démarche très proactive, très pionnière. On l'a vu, c'est comme ça qu'on tire les marchés. Donc, félicitations à Vicat. Je pense que si Vicat, demain, justement, travaille sur du cahier des charges fonctionnelles de son application, quel est son besoin physico-chimique dans son process, ça permettra de tirer le curseur dans le bon sens dès lors que l'on ne veut pas utiliser le biochar uniquement comme séquestration carbone, ce qui est déjà bien, mais on l'a vu que ce n'est pas suffisant. La fonctionnalité d'un marché tire le marché. Et donc je pense que l'un des facteurs clés de succès de la filière ou des filières biochar, où qu'elles soient, que ce soit en France comme ailleurs, c'est le marché qui doit tirer. Et donc, je me tourne vers l'Institut Carnot. L'Institut Carnot travaille là-dessus parce qu'il travaille avec plein d'autres acteurs, mais je pense que c'est vraiment la fonctionnalité qui va donner la valeur ajoutée au biochar. Dès lors que le curseur focalise le biochar, si le biochar est un coproduit, la question est autre. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter des mises sur le marché du biochar qu'on subit. Si on veut diriger le biochar dans un business model, c'est le marché qui va tirer, à mon avis. Et donc, c'est travailler sur des fonctionnalités à très forte valeur ajoutée pour faire que la technologie, la biomasse, donc le précurseur, la technologie, la filière soit orientée marché. Voilà, ça c'est une autre réflexion qu'on peut aussi partager. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite réagir parmi vous sur ce qui vient d'être dit, sur la remarque Oui, je vous en prie. Je ne peux aller que dans votre sens. Aujourd'hui, finalement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est soit vous avez un produit de commodité, c'est le biochar tel quel, vous le réutilisez en retour au sol, comme ça a été montré précédemment, pourquoi pas, ça peut marcher, à vérifier. On a travaillé aussi sur la vigne, du côté alsacien, on a fait des très beaux projets 2015-2017 pour montrer l'utilisation des résidus viticoles, alors soit des mares de raisins épuisés, soit effectivement des sarments. Je pense que c'était plutôt ça qui a été utilisé dans le cas de l'étude qui a été présentée. On voit tout et un petit peu le contraire. C'est ça qui est un petit peu gênant. C'est-à-dire que voilà, quand vous utilisez le matériau comme ça, tel quel, en fonction de l'année où vous produisez ce matériau, même dans les mêmes conditions, encore une fois, on sait que le cuivre passe sur les vignes, on sait qu'il va se retrouver potentiellement sur le biochar. Alors ça peut être utilisé pour certains comme un catalyseur pour des productions autres, donc valeur ajoutée intéressante, ou en retour au sol.
Le cuivre, effectivement, c'est un bon élément pour enlever certains, on va dire, parasites de la vigne en termes d'amendement. J'ai jamais trop vu l'effet. Je pense que ça rejoint un petit peu votre question. Par contre, les minéraux qu'ils contiennent, notamment le calcium, le potassium, sont très intéressants lors des périodes de pluie, effectivement, et vont potentiellement permettre à la vigne de gagner en vitesse de croissance. Après, la valeur ajoutée, quand on parle de matériaux avancés, elle est là, effectivement, et nous, on est sollicité par les industriels là-dessus. Un concurrent à l'entreprise qui a présenté effectivement ses travaux dans le domaine des bétons, notamment, où on va aller chercher cette valeur ajoutée dans finalement la modification des propriétés de surface de ces matériaux pour leur donner à la fois la capacité de stocker du carbone, mais le béton en a déjà. Le béton se recarbone dans le temps, donc la carbonatation du béton, c'est connu. Et le biochar peut absorber du carbone, du CO2, mais il peut également être utilisé comme un matériau support dont les propriétés vont ramener de l'élasticité au béton. Alors ça paraît curieux, mais quand on regarde et quand on modifie un petit peu ce matériau de façon, on va dire, particulière, on arrive à avoir des choses assez intéressantes sans aller sur des tubes de carbone qui coûtent très cher et qui amènent effectivement là une valeur ajoutée également à ces matériaux. Et vous pouvez également faire de la dépollution avec le biochar, si vous le fonctionnisez correctement, absorber les oxydes d'azote qui sont émis dans les villes. Après, il y a une problématique avec ces bétons, c'est qu'en fonction de la zone où vous les utilisez, vous allez avoir une coloration qui va être plus ou moins intense. Et donc, autant des pays sont aujourd'hui intéressés par ces bétons, notamment sur les parties basses des bâtiments, autant la partie haute, ça devient compliqué, surtout quand vous êtes dans des zones où il y a beaucoup de soleil et où vous voulez éviter de stocker la chaleur dans ces bâtiments. Donc, il y a un vrai marché, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Mais je fais le lien avec l'atelier de cet après-midi qualité où on pourra approfondir ce sujet-là. Merci Vincent sur ce sujet de stratégie de filière. On en reparle éventuellement en atelier qualité. Voilà, il y aura encore bien d'autres échanges cet après-midi. S'il y a peut-être juste une dernière question pour conclure cette matinée, il y a beaucoup de mains levées. Je ne sais qui choisir, monsieur qui est plus proche de moi. Bonjour, Guillaume Moser, Société Kervéa. Pour les producteurs de biomasse, aujourd'hui, comment ça se présente, comment se présente la filière de biochar, quelles interfaces, quels outils, vers qui se tourner quand on produit de la biomasse à l'échelle nationale voilà. À qui s'adresse la question, je ne sais pas. À nous. C'est la réponse courte. Alors, sur le sourcing de la biomasse, on va toujours au plus proche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'aller chercher une biomasse et la faire traverser tout le pays ou tout le continent. Ça n'a pas de sens. Donc on cherche toujours à se sourcer au plus proche de nos lieux de production et on regarde comment est produite cette biomasse, d'où elle vient, comment elle est... Donc est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur quel type de biomasse ? D'accord, très bien. On pourra en discuter. Voilà, ce sera le mot de la fin. Et effectivement, les échanges vont pouvoir se poursuivre au terme de la matinée, au moment du déjeuner. Merci à tous d'avoir été avec nous. Je pense qu'on peut les applaudir bien fort. Et puis merci à vous aussi d'avoir été aussi attentifs, aussi passionnés finalement dans les échanges. Voilà, ça va s'ouvrir, on va y aller. Merci simplement à l'ADEME, aux organisateurs, l'association Elle et le réseau Bretagne Éco-Entreprise et Unilassal, et aux partenaires Dream, AT2E et VG Police. Et puis voilà, cet après-midi, rappelez-vous, sur vos badges, vous avez vos numéros d'atelier. Ça se passe ici ou dans la salle juste derrière. Merci à vous, bon appétit, networker, échanger, réseauter. Bonne journée, au revoir.